Donc bonjour tout le monde. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. On écrit beaucoup sur le télétravail et c'est vrai que c'est un sujet très actuel, très actuel. Euh, la, la- la relation entre le télétravail et la sécurité, et plus particulièrement la cybersécurité, était un point avec lequel j'avais discuté avec Franck et qui pour moi était essentiel à apporter au niveau effectivement des RH. D'abord parce que le télétravail était une innovation venant des RH qui ont, sur les 2 années avant Covid, développé des méthodologies de recrutement via chat, etc. Et ça avait pris un certain boom, ça avait un peu ralenti. Et le Covid-19 l'a remis de manière forcée un peu d'actualité. Et donc, du coup, c'était une occasion de dire un peu, parmi tout ce qui existe et tout ce qu'il y a à faire, quelle relation il y a en fait via le télétravail entre tout ça et avec une surcouche bien sûr sur le RGPD. Donc voilà. Bon. Avant de commencer, pour répondre à ta question, Olivier, sur le titre, alors le titre n'est pas du tout ronflant. Le titre signifie simplement en bon français que effectivement j'ai des compétences pour accompagner des entreprises, que ce soit effectivement sur ce qu'on appelle le marketing de la data, et que je le fais à la fois en France et dans toute l'Europe jusqu'aux États-Unis. Ça correspond simplement à mon profil de clientèle, parce que j'ai des missions où je suis de 2 mois à 6 mois en France ou à l'étranger, tout simplement. Donc IMIA, c'est Europe, Moyen-Orient, Amérique. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors, donc, le partage de l'écran Ouais, normalement, m'a redonné la main sur tout ça. normalement, oui, OK. possible. Alors, écran partagé. OK. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit ce que Pour j'ai l'instant, on ne voit affiché. pas encore. Si ça arrive, voilà, absolument. Alors, tout à l'heure, il y avait la question, vous le voyez comment, hein? Vous le voyez en grand, Alors, en... non, on le voit, on n'est pas en plein écran. Ah, d'accord. OK. Voilà, Hop. presque. Voilà, c'est bien, hein, voilà, on peut, c'est bien là. Ah bon? Vous êtes Oui, ça va. satisfait? Ouais, ça va. Alors, attendez. Hop, parce que j'avais le... Hop. D'accord. Donc, le télétravail et la cybersécurité, en fait, le télétravail, c'est quoi? C'est d'abord la webcam. Maintenant, effectivement, se pose la question, euh, avec le télétravail, qu'est-ce qui nous a emmené au télétravail? Du moins, le télétravail d'aujourd'hui. La nécessité surtout qui était, c'est que les entreprises continuent leur activité. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle aujourd'hui, en cette ère de Covid, on a mis en place le télétravail. Alors, il y a effectivement une augmentation du chômage partiel. Pour faire face à cela, le télétravail était aussi une réponse pour poursuivre les différents projets des entreprises. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, les entreprises, personne n'était vraiment préparé à passer d'un travail où effectivement on prend son métro, on va en présentiel, à du jour au lendemain on passe en télétravail avec tout ce que ça comporte euh, comme problématique, même si c'est une possibilité de travailler à domicile, ça a été dans un premier temps aussi, ça a ouvert en fait des problématiques d'isolement du télétravailleur. Donc c'est pour ça que dans cette forme de télétravail qui est en fait du travail à domicile, dans la majeure partie des cas, il faut bien penser effectivement à ajouter des contacts réguliers donc avec les télétravailleurs. Je vais passer toute la partie qui consisterait à reprendre ce qu'on peut lire déjà partout sur les avantages et sur certains inconvénients touchant à la vie de famille, etc. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour rester effectivement sur la partie du télétravail comme outil de ponctualité et comme risque.
qu'il peut y avoir parce qu'effectivement, on utilise un certain nombre d'outils. Donc, il y a une possibilité donc, de télétravailler, d'utiliser son outil sur le téléphone. On l'a vu sur les précédentes conférences avec des présentations. Et au cœur de tout ça, il y a la webcam. Alors, j'ai laissé, parce que j'ai modifié, mais c'est une présentation que j'ai faite par ailleurs, notamment en anglais, et j'ai eu une problématique avec une question qui était pour ceux qui sont dans les métiers des services, est-ce qu'on peut télétravailler? Bon, on ne peut pas. Je l'ai laissé, c'était une anecdote amusante pour dire qu'effectivement, on ne télétravaille pas quand on est dans les secteurs des gardes d'enfants et qu'on ne met pas une distance de 1 mètre de webcam, mais ça m'est arrivé pour de vrai, lors d'une conférence, de discuter de ça. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que certaines entreprises, grandes entreprises, avec le télétravail et le nombre justement d'employés et de salariés qu'ils ont recours au coworking. Le coworking, il faut bien penser qu'elle fait partie, cette méthode de réunion, fait partie aussi et de travail, fait partie en fait du télétravail. Sauf que dans certains cas, il faut bien repenser que le coworking, c'est encore et toujours un travail en présentiel d'une certaine manière. Disons que le télétravail s'adresse entre l'entreprise qui emploie, entre l'employeur et l'employé. Mais par contre, dans de nombreux cas, puisque l'employé n'est pas équipé par l'entreprise, il se rend encore dans un coworking où certains d'entre eux peuvent encore avoir des postes fixes où il y a certaines sécurités, d'hygiène, etc. à avoir. Et là, je ramène vers les guides, etc. Mais c'est un point important du télétravail. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet sur les précautions et les limites donc, de sécurité du télétravail, je voudrais dire ceci. Lorsque nous utilisons des outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui, en fait, les personnes qui y ont accès ou qui l'utilisent, l'opérateur qui autogère les conférences auxquelles nous participons, autogère une méthodologie de chiffrement ou pas. Ça dépend des méthodologies. Donc, des bases informatiques où nous avons le poste de travail, un mot de passe, des mises à jour, des suppressions de spam, etc. Il faut savoir quand même que si l'outil utilisé par l'employé n'est pas à jour de certains logiciels, même s'il utilise un cloud tel que Zoom ou autre, il reste pas moins qu'il demeure un risque sur l'usage en lui-même de l'outil par rapport aux connexions que fait l'outil sur son outil de travail, sur son informatique. Et c'est une problématique qu'il faut regarder et qu'on regardera aussi dans l'autre sens. On regardera aussi dans le sens du système d'information, c'est-à-dire du patrimoine de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est sûre que son patrimoine informationnel est bien protégé du fait du télétravail? Et donc, peut-être de la non prise en compte totale de sécurité de la part de l'outil utilisé ou de la réflexion de du non-respect total, par exemple de la RGPD, donc c'est-à-dire du fait de bien respecter les données personnelles qui sont transmises à travers de son outil, avec effectivement des questions à se poser. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise pour laquelle on travaille nous met à disposition un outil ou est-ce qu'elle nous met à disposition un lieu? Comment est-ce qu'effectivement sont échangées les données? Comment est faite cette continuité? Enfin, tout ce qui participe au bon fonctionnement et à la gestion de l'entreprise. Et nous avons des exemples comme la plateforme Moodle ou d'autres, sur lesquels effectivement tout fonctionne très bien. Par contre, la sécurité des transferts des données, elle n'est pas toujours complète. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous mettez un mot de passe et que vous êtes identifié par votre email et votre mot de passe sur une plateforme que cela signifie que les données que vous donnez de l'entreprise ou de vous-même qui y transitent sont bien conservées, bien traitées, etc. Et ça ne touche pas forcément le fait d'un mauvais emploi de la part de l'employé,
plus que d'une méconnaissance de l'entreprise en fonction de ses besoins, de son choix logiciel, de son choix d'outils, qui amène effectivement des problématiques de sécurité, de protection de la donnée. Et donc, qui dit des précautions à prendre et des limites de sécurité de télétravail, dit aussi que l'employé a eh bien, effectivement une information, pas seulement sur le Covid, mais aussi sur la charte de protection des données de son employeur, mais aussi de la plateforme utilisée, qui n'est souvent pas lue. C'est-à-dire qu'on se précipite vite à utiliser tout ce qui est à la mode sans regarder exactement tout ce qui est fait. Donc, et à ce jeu, on oublie ce nouveau principe qui est effectivement les exigences du RGPD par rapport à ce mode de travail et du choix des plateformes. Parce que nous avons donc des données de type messagerie qui vont passer, des documents, des images, des données à stocker, des appels téléphoniques parfois. Enfin, l'ensemble de ces données sont tout ou partie bien protégées par la plateforme utilisée. Et peut-être même, ce sont des données qui sont tellement sensibles, voire qui concernent effectivement des projets de développement auxquels certains concurrents peuvent avoir accès, qu'il faut se poser la question de, dans mon marché global, où sont mes concurrents et qui peut regarder les données qui sont transitées et ce qui est dit. Et donc, la RGPD, ici, est aussi à prendre en compte quand on choisit un outil, en fait, qu'on utilise, au même titre que de former ses employés ou voire des partenaires, puisqu'il y a une co-responsabilité, dans l'usage de l'outil qu'on a sélectionné sur les problématiques de traitement, de conservation, d'utilisation, de transfert des données en Europe, hors Europe, etc. Pourquoi je parle de transfert de données en Europe ou hors Europe? Les logiciels les plus utilisés, les outils les plus utilisés sont des outils américains. Se pose la question de a-t-on bien regardé, est-ce que le service, non pas informatique mais juridique de l'entreprise, a bien regardé les conditions stipulées par l'outil utilisé qui dirait ce qui est fait des données qui sont transférées, que ce soit sur des outils de type collaboratif, où effectivement les données restent, ou tout simplement les outils conversationnels, où effectivement il y a un traitement des données qui est fait derrière. Si je reprends une image et un article sur Viz par Top Spirit, effectivement, entre novembre 2019 et avril 2020, entre 7,2% de personnes qui utilisaient effectivement le télétravail et cet accroissement violent, je dis bien violent, de 30%, cette bascule a aussi amené une bascule où nous avons donc, puisque l'information de l'entreprise se retrouve émiettée maintenant au domicile, et donc sur des outils peut-être moins performants quand il n'y a pas de mise à disposition d'ordinateurs, etc. Donc de données qui sont plus facilement disponibles pour des hackers. Donc on voit effectivement que les gens utilisaient 22 fois plus Zoom, Microsoft Teams ou Hangout, ou Duo ou Meet, enfin toute la suite Google. Faut se poser des questions donc sur le choix de ces outils. Je pourrais m'arrêter sur n'importe lequel d'entre eux. Je pourrais prendre par exemple Microsoft Teams, dont je n'ai pas donné de détails dans ce qui va suivre, mais par exemple Microsoft qui est très bien, l'outil Teams parfait, mais il ne reste que, j'ai encore regardé ce matin à 6 heures, les données qui sont transmises aux collaborateurs quand on utilise Teams sur la partie collaborative, elles restent copropriétaires de Microsoft. Donc ça veut dire que si vous utilisez Teams pour parler des secrets de l'entreprise, bah, les États-Unis, Microsoft peuvent utiliser ce que vous dites, quoi, peuvent prendre votre innovation et aller vous rentrer dans une bataille juridique
avec eux sur ces problématiques-là. Parce qu'effectivement, dans leurs conditions, ils disent bien que les données sont envoyées aux États-Unis, et etc., etc. Donc voilà. Donc il faut bien regarder quand on choisit ce qu'on y met, quel usage est fait de l'outil de télétravail. Donc par exemple, je prends une étude de cas sur Skype. Pareil, il n'y a aucune information sur la durée de conservation des données qui est précisée. Donc 30 jours, plus que 30 jours, rien n'est explicite. Par conséquent, ceux que vous y transitez en Skype entreprise ou autre, vous ne savez pas bien qu'est-ce qui en est fait, combien de temps il les garde, etc. Vous ne voyez que votre partie à vous, mais la partie administrateur, vous ne l'avez pas. Donc en termes de choix, voilà, c'est pour ça qu'en 2019, ils ont eu cette affaire aussi sur l'absence de chiffrement par Amnesty. Donc, quand vous aurez le document partagé, je vous laisserai des personnes aller regarder effectivement le contenu de la plainte et en quoi certains outils peuvent être dangereux. Je vois encore des entreprises, je suis contacté par des entreprises qui utilisent WhatsApp. Bon, assez surprenant. Et ce n'est pas des entreprises, des petites entreprises, ce sont des PME moyennes qui trouvent que c'est très bien pour chatter entre les collaborateurs, etc. Mais bon, on n'a pas de vraie synchronisation de données, les serveurs sont aux États-Unis, donc ça ne respecte pas non plus le RGPD. Donc en matière de sécurité informatique, pareil, ça pose problème. Et pour revenir sur le fait qu'on soit tous Google users, les données effectivement sont échangées et il y a une copie de l'ensemble des données qui est faite entre les utilisateurs et qui est conservée, mais pas pour l'entreprise. Pour Google. Donc voilà, bon, reste la question, on attend la réponse de Google, savoir qu'est-ce qu'ils font des milliards de données qu'ils ont et qu'ils gardent sur cette partie-là et qui leur permettent effectivement de faire marcher leur business de publicité. Donc voilà, on utilise tous un peu tous les outils, mais je pense que dans la précipitation, on oublie qu'il faut peut-être s'interroger aussi sur je choisis un outil mais dont je connais l'usage, mais cet outil-là, c'est pour parler de quel projet, quelle envergure a ce projet, quels sont les concurrents du marché de ce projet, ou les informations par lesquelles que je fais transiter par cet outil, quelle action et quelle sensibilité je peux avoir si elle devait être volée ou captée. Donc voilà, des questions qui doivent rester les premières réflexions avant d'utiliser en fait les outils. Donc Zoom est intéressant dans le sens où on peut restreindre la politique des cookies, mais la sécurité ne se résume pas seulement à des cookies. Sur les détails de règles de transparence, c'est vrai que c'est un vrai succès, mais les transferts de données se font quand même aux États-Unis. Donc sur cette partie de la RGPD, Zoom a encore quelques efforts à faire. Donc la question reste ouverte, doit-on effectivement utiliser en Europe des outils plutôt européens que des outils américains? Bon, ça reste une question ouverte, mais dans le cas du télétravail, si nous faisons ce parallèle entre télétravail et cybersécurité, donc la possibilité qui est donnée à des hackers d'accéder au système d'information et donc au patrimoine informationnel de l'entreprise, mais aussi du coup de hacker plus facilement l'entreprise, est plus importante avec le télétravail qu'avant, d'où une recrudescence importante. Donc, je dirais tout simplement qu'il faut se poser les bonnes questions pour avoir la sécurité suffisante pour le patrimoine de l'entreprise, autant que pour les données des employés, et savoir effectivement ce qu'on fait transiter, à quoi on a accès quand on veut collaborer comme ça à distance. Ça doit être effectivement la préoccupation de chacun dans l'entreprise. Il faut garder donc des bases de bonnes pratiques sur effectivement comment est-ce que je me connecte. Parce que là encore, sur la connexion, je ne suis pas rentré dans les détails
parce que je souhaitais effectivement que cette conférence soit lisible auprès de tout le monde, mais il faut choisir effectivement comment vous connecter. Parce que le fait du télétravail, oui, mais il y a encore la problématique de la connexion Internet qu'on utilise pour pouvoir le faire. Donc, c'est aussi une question effectivement qui reste ouverte. Donc, il faut garder l'œil sur les appareils, voir effectivement comment ces appareils sont utilisés, parce que effectivement, aujourd'hui, quand on fait du télétravail, si ce n'est pas des appareils qui sont mis à disposition de l'entreprise, même si ceux-ci sont parfois utilisés aussi pour des usages un peu personnels, de bien pouvoir séparer les choses, créer des vrais mots de passe sécurisés à chiffrement, avec au moins 12 caractères, c'est un minimum pour éviter effectivement une entrée plus facile de cyberhackers et autres. Et donc, de la même façon, une vraie prudence sur les clés USB. En particulier, même quand elles viennent de soi-même, en disant ah, c'est ma clé USB, mais vous ne pouvez pas utiliser la clé USB pour vos images, vos photos personnelles et ensuite la réutiliser parce que vous voulez aussi y mettre une présentation, etc. Et si vous la connectez sur plusieurs appareils différents, donc elle peut être infectée et infecter l'entreprise et les personnes qui vont ensuite recevoir l'information. Donc, c'est important de garder ça à l'idée. Je voulais refaire un petit point rapide sur les outils pour le télétravail. Donc, le gouvernement a mis effectivement un lien très intéressant qui ouvre après sur certains outils. Il y en a encore deux qui peut-être manquent je ne vais pas les citer, mais peuvent ouvrir à des questions de cybersécurité, mais sinon relativement bien faites, avec les questions-réponses qui permettent d'orienter en fait l'entreprise vers les choix qu'elle va pouvoir avoir pour pouvoir traiter effectivement sa continuité d'entreprise en période Covid, puisqu'on n'en a pas fini avec le Covid. On est dans l'ère Covid, il n'y aura pas de post-Covid, à mon sens en tout cas. Il y a quelques outils qui existent, donc je ne sais pas, une publicité commerciale, mais qui sont éprouvés et pour lesquels effectivement la question de la RGPD pourrait ne pas se poser. Et donc du coup, je les ai mis en avant. Voilà, j'ai essayé d'être le plus succinct possible pour pouvoir répondre à plus de questions possibles, si vous en avez, sur le sujet, entre le télétravail et la cybersécurité. Voilà, merci Louison pour cet éventail assez dense finalement et ces problématiques qui ne sont pas forcément visibles, puisque effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, mettre un mot de passe, ça ne veut pas forcément dire que tout est sécurisé derrière. Voilà. Alors, vous parliez d'outils, vous donniez des éléments, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quel outil on peut utiliser qui est le moins mauvais avec les mêmes fonctionnalités que Zoom, par exemple? On parle de Zoom, de Teams, d'Hangout, de tous les outils Google. Le fait que les données transitent aux États-Unis, est-ce vraiment un problème? Justement, alors, tout dépend si on est une organisation d'importance vitale. Donc là, je parle d'EDF. Ce qui est stratégique, en fait. Stratégique pour la France, en fait. Si c'est le cas, effectivement, on va complètement éviter d'utiliser des outils qui soient développés aux États-Unis et dont les serveurs se trouvent aux États-Unis, quand on est une OIV. Et si on le fait, ce sera uniquement pour de la collaboration simple. On ne peut pas y faire transiter des informations nouvelles ou des développements de projets. Si on est une PME, une ETI, on peut le faire. Après, la question qui se pose, c'est plutôt, et c'est en ça que c'est une question à part entière, le télétravail et la cybersécurité, c'est que il faudrait mettre en face de l'utilisation d'un outil de télétravail les raisons du projet ou de ce qu'on partage et des développements qui sont faits, et donc de l'activité de l'entreprise et de quelle partie de cette activité on continue à traiter. Parce qu'en fait, si vous voulez,
Quand on est dans l'entreprise et qu'on utilise les outils de l'entreprise, cette question ne se pose pas. Mais quand on est à l'extérieur de l'entreprise et qu'on entre dans l'entreprise par plusieurs portes, finalement, par plusieurs petites portes, puisque le télétravailleur étant plusieurs petites portes que le hacker aime énormément, on doit se poser la question, d'accord, euh, tel groupe de travail ou tel employé travaille sur tel sujet. Est-ce un sujet sensible, oui ou non? Ensuite, est-ce que euh, le projet sur lequel je suis en train de travailler concerne un client, plusieurs clients? Est-ce que ça concerne ma stratégie d'entreprise? Oui ou non? Donc, il faut se poser, en fait, il y a un cahier des charges, en fait, un certain nombre de questions qu'il faut se poser pour faire la différence entre est-ce une information stratégique ou non, est-ce sensible ou non, est-ce vital ou non pour l'entreprise ou pour le projet, parce que ça peut ne pas être vital pour l'entreprise, mais vital pour le projet, ou voire pour le client, pour décider si oui ou non j'utilise tel outil ou si je le fais, quelles informations je ne mets pas. Parce que effectivement, ben, comme tout, hein, le roi de tout ça, c'est le juridique. Si le logiciel vous dit que selon ses conditions générales, c'est hébergé aux États-Unis, ben, vous ne respectez déjà pas la RGPD. Et si vous ne la respectez pas, il faut effectivement le préciser et dire quelles en sont les conditions et ce que vous y mettez. Et donc, il y a des publications à faire, il faut informer qui de droit. Ensuite, en matière maintenant de sécurité en tant que telle, il faut savoir que bah, la donnée, comme elle est envoyée à l'étranger à l'insu de votre plein gré, eh ben, il faudra aussi compter dessus en disant, bon, si le logiciel se rend compte que j'ai mis une information permettant à tel concurrent se trouvant dans tel autre pays, aux États-Unis ou dans telle ville, etc., peut avoir accès à ces données, elle peut les vendre si elle le souhaite. Si les conditions générales disent que la donnée est aussi à elle et qu'elle n'a pas à se référer à vous pour savoir ce qu'elle en fait, eh ben, vous ne pouvez pas vous plaindre demain qu'un concurrent ait sorti le même produit avant vous. Je dis ça parce qu'on sait qu'en France, on a de très bonnes idées et que au début, enfin il y a encore 5 ans, les meilleurs d'entre nous ont commencé d'abord par se faire débaucher pour aller aux États-Unis développer des choses, pour ensuite venir les revendre en France, etc. Donc, bon, gardons cela à l'esprit. Disons que le Covid ne va pas enlever ça. Quel serait aujourd'hui l'outil le moins mauvais qui aurait les fonctionnalités des trois ténors que vous avez cités tout à l'heure, en fait? Il existe Alors, une solution la moins mauvaise possible pour, je sais pas, je suis Thales, je suis une entreprise qui va déposer beaucoup de brevets. Qu'est-ce que j'utilise en interne? alors, alors, si vous parlez de Thales ou des grandes entreprises d'OIV, etc., ou de conseil, elles ont des départements de patrimoine applicatif et elles développent des applications qui leur permettent de faire ça, pour partie. Elles ont déjà développé des outils Elles ont déjà internes. développé des outils. En tout C'est-à-dire cas, que elles ne sont quand pas le concernées Covid par est ça. apparu, elles avaient déjà auparavant des solutions pour partie qui faisaient un certain nombre d'outils. Donc voilà. Après, quand je vous parlais de stratégie, gardons quand même à l'esprit que même à l'ère Covid, les sociétés, notamment qui sont en train de m'écouter, les RH qui m'écoutent, etc., en matière de gouvernance d'entreprise, utilisent des logiciels dédiés hein, sur la partie gouvernance d'entreprise. Il y en a pléthore qui sont très bien faits et dont les services juridiques ont déjà tout vérifié. Donc là, moi, je parle effectivement de l'activité même de l'entreprise dans son développement et non pas et donc de la gestion managériale des équipes et non pas de la stratégie propre de l'entreprise qui est décidée et dont les grands schémas directeurs se décident sur des logiciels dont je ne citerai pas les noms, qui sont des logiciels de gouvernance d'entreprise. Là, je parle de l'activité dont parfois, justement, pour certaines entreprises, des développements particuliers sont faits et utiliseraient effectivement ces outils-là. Je parle aussi des ETI ou des simples TPE, même parfois de 2-3 personnes, mais qui deviennent rapidement, en fait, qui sont des pépites parce que elles deviennent rapidement, elles sont rachetées, elles deviennent rapidement importantes
parce qu'effectivement, elles trouvent des innovations, des façons de faire, des processus assez particuliers. Et celles-là, elles sont souvent pas réellement protégées parce qu'elles se disent que comme on est petit et que pour l'instant, on n'est pas trop visible, mais on est des agitateurs de curiosité. Et donc, on a quelques grandes marques qui nous regardent, qui nous draguent et qui vont peut-être nous acheter demain. La problématique, c'est qu'elles utilisent n'importe lequel des outils parce que stratégiquement parlant, elles ne se posent pas la question de ce qui est transféré entre les collaborateurs ou même des discussions des collaborateurs, parce que c'est de ça qu'on parle. Dans le collaboratif, en télétravail, il y a de bonnes idées entre collaborateurs qui se disent et qui sont envoyées et qui peuvent être à l'origine de la création d'une entreprise, donc d'une filiale. Et c'est parfois donné. Donc non, je ne pourrais pas, en tout cas publiquement, avec une vidéo qui pourrait tourner en boucle, mettre plus en avant une entreprise qu'une autre, parce que contrairement à beaucoup, je considère que je ne suis pas là pour faire de la publicité. Oui. Mais donc, c'est à l'entreprise elle-même de s'assurer, avec le service IT, avec le service juridique, avec tous les services concernés, Avec le service RH, et la parce qu'il faut fiabilité. regarder les groupes, voilà, de fiabiliser les informations qu'elle autorisera en discussion sur l'ensemble de ces outils. Et donc, auquel cas, on a des cas de grandes entreprises, OIV ou non, d'ETI, dans lesquelles j'ai travaillé. Il y en a une sur laquelle j'ai une mission actuellement de quelques semaines, où effectivement on utilise presque 3 outils, je devrais me dire 3 outils. 3 outils différents par des services différents. Pour faire la même chose que Zoom, Teams et Hangout. Pour faire la même chose que Zoom, Teams, Hangout D'accord. ou Google Duo ou voilà. Ouais, donc l'urgence, c'est justement de un peu se détourner de ces outils qui sont un peu faciles, presque gratuits. En fait, les coûts sont très faibles, même si pour Zoom, effectivement, ils ont monté en compétences et sécurisé un certain nombre de canaux. Alors, Zoom s'est amélioré. Hein. Les conditions générales de Zoom entre mars et maintenant ont changé. Mhm. Parce Oui. qu'au début, quand vous aviez la version gratuite pendant la période Covid, ils étaient propriétaires de votre information. Donc, toutes les entreprises qui ont fait des choses entre le Covid et la presque sortie du Covid, on dira, entre mars et juin, tout ce qu'ils ont transité est la propriété de Zoom.